un petit archipel de la mer d'Andaman, au sud de la Thaïlande. Il y a à peine un an, ces paysages sublimes attiraient encore les vacanciers du monde entier. Mais aujourd'hui, les clients sont rares pour les patrons des long-tail boats, ces barques de pêche traditionnelles qui transportent les touristes d'île en île. C'est ici que Catalia, née d'un père français et d'une mère thaïlandaise, a grandi. Avancez, allez-y. Là, il est obligé de ralentir parce que c'est peu profond. Là, c'est vraiment mon endroit préféré. T'as l'impression que c'est une piscine géante, une piscine d'émeraude. C'est le calme absolu. Tu rentres dans Jurassic Park, limite, avec les grands rochers. Catalia connaît les meilleurs endroits de ces îlots, d'ordinaire pris d'assaut par les touristes. Avant, en heure de roche, enfin, matin comme après-midi, on ne pouvait même pas y accéder parce qu'il y avait trop de bateaux. Là, on est deux. C'est quand même un luxe, là. Le luxe de se retrouver seul dans un décor de carte postale. En Thaïlande, c'est devenu la norme depuis fin mars 2020, lorsque le pays a fermé ses frontières pour se protéger du coronavirus. Catalia et ses amis n'en reviennent pas. En France, la jeune femme est animatrice de télévision. C'est la première fois depuis plus d'un an qu'elle retourne en Thaïlande. D'ordinaire, on partage cette petite bande de sable avec 4-5 autres bateaux minimum. Mais surtout, là, en fait, il y a des passages sans arrêt. C'est à nous, c'est à nous. Tu veux un peu de sable? C'est incroyable. L'eau est si claire et on est complètement seul. Vous voyez, il n'y a personne. C'est génial. C'est... Là, ça y est, on est arrivé à une Thaïlande authentique. C'est, pour moi, hein, le paysage est resté la même, ici en tout cas, comme il y a 20 ans. Depuis un an, le pays du sourire offre un visage étonnant, celui d'un paradis déserté et redevenu vierge. Mais à quel prix? La Thaïlande est aujourd'hui l'un des champions de la lutte contre le coronavirus. Moins de 100 morts déclarés, c'est 1000 fois moins qu'en France. Le secret d'un tel succès, des mesures draconiennes, notamment dans les écoles. Quand ils voient le carré rouge, ils savent que c'est là qu'ils doivent s'asseoir. Mais surtout, pendant 6 mois, le pays a fermé ses frontières aux étrangers. Aujourd'hui, elle s'ouvre à nouveau, à condition de passer par une quarantaine très stricte. Résultat, moins de 8000 touristes par mois en haute saison, contre presque 4 millions avant la pandémie. Nous voilà au paradis alors. Au programme pour ces rares privilégiés, vacances de rêve à prix cassé. C'était 120 € en prix normal, donc là prix Covid 43 €. Ces images de plages surpeuplées appartiennent désormais au passé. Alors aujourd'hui, la nature reprend ses droits. C'est vraiment bien de voir que la vie sauvage se rapproche des côtes, parce qu'il y a moins de monde dans l'eau. Mais pour les Thaïlandais qui vivent du tourisme, c'est une catastrophe. Voilà nos réservations en mars, et nous en avons une seule en avril. Presque 2 millions d'entre eux ont déjà perdu leur emploi, sans compter les 300 000 travailleurs du sexe, dont beaucoup pointent aujourd'hui à la soupe populaire. La période est difficile en ce moment. C'est pour ça que j'ai besoin de nourriture pas chère. L'onde de choc provoquée par la disparition des touristes se fait ressentir dans tout le pays. Dans le nord, les éléphants risquent la famine. Et à Lopburi, la ville aux 6000 singes, c'est le chaos. Privée de tourisme de masse, la Thaïlande a perdu ses repères. Parviendra-t-elle à se réinventer en s'engageant dans une nouvelle voie, plus respectueuse de l'environnement? En raison des restrictions de voyage, il faut aujourd'hui un motif impérieux pour s'envoler de France vers la Thaïlande. Ce soir, dans cet avion de 400 places à destination de Bangkok, il y a seulement 44 passagers. Merci de garder vos distances avec les passagers et l'équipage et d'éviter tout contact physique. Aucun touriste français à bord. Tous ces voyageurs se rendent dans le royaume pour affaires, pour rejoindre un proche ou pour étudier. C'est le cas de ce jeune Français qui part apprendre le thaï à l'université. Jamais vu un avion vide, là, il n'y a personne.
Je sais pas comment ils doivent gagner leur argent, mais ça doit même pas payer le pétrole pour décoller. Pourtant, depuis octobre dernier, la Thaïlande tente de faire revenir les touristes après 6 mois d'isolement. Bonjour. Vous nous manquez tellement. Les autorités viennent de lancer ce film promotionnel à destination des touristes du monde entier. Ça fait longtemps. Le message est clair. Ne nous oubliez pas. Le pays met donc en avant ses paysages somptueux et sa douceur de vivre en vue d'une réouverture sans contrainte. Nous avons hâte de vous voir. Un retour à la normale qui semble aujourd'hui très loin. Car si les avions pour la Thaïlande sont presque vides, c'est qu'entrer dans le pays relève du parcours du combattant. Après 11 heures de vol, atterrissage à Bangkok et arrivée dans un aéroport quasiment désert, avec un comité d'accueil qui met tout de suite dans l'ambiance. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Pour voyager au pays du sourire, il faut montrer patte blanche. Merci. Passer l'inévitable prise de température, les passagers doivent présenter un certificat médical, un test Covid de moins de 72 heures et une longue liste de justificatifs divers, sous peine d'être refoulés du pays par le premier avion. L'état d'urgence sanitaire, version Thaï. Ça fait un peu genre film apocalyptique, tu vois. Les zombies attaquent. Après plus d'1 heure de formalité, pas question de s'évanouir dans la nature à la sortie de l'aéroport. Comme tous les passagers, nous sommes attendus par les autorités. Oui, c'est moi. Direction la quarantaine obligatoire. 15 jours de confinement strict enfermés dans une chambre d'hôtel, ramenés à 10 jours depuis début avril. Ici, on ne plaisante pas avec les mesures sanitaires. Tous les bagages sont minutieusement désinfectés avant d'être mis dans le coffre. On va directement à l'hôtel, en quarantaine. Un accueil qui tranche avec la légendaire tradition d'hospitalité du pays. Bonjour. À l'hôtel, après une désinfection des semelles et une nouvelle rencontre avec le thermomètre, Je vais prendre votre température. nous commençons à comprendre comment la Thaïlande est devenue un champion de la lutte anti-Covid. Merci d'enfiler ces protections. À population quasiment équivalente, l'épidémie n'a fait officiellement que 95 morts ici, contre près de 100 000 en France. Merci de bien vouloir installer cette application sur votre téléphone. Ah, ok. Vous l'utiliserez pour donner votre température aux autorités. Une application obligatoire pour tous les étrangers. Nous devrons transmettre notre température 2 fois par jour, et à plus de 37,5, c'est l'hôpital. Merci. Dans l'hôtel, les déplacements se feront toujours sous haute surveillance. Voilà votre étage. Un membre du personnel vous attend sur le palier. Je peux pas prendre l'ascenseur sans votre carte. En fait, pendant la quarantaine, vous ne pourrez pas sortir de votre chambre. Sauf si le personnel vous le demande. Merci beaucoup. Bon séjour. Bonne journée. Claustrophobes s'abstenir. Mais cette réclusion temporaire est le prix à payer pour tous les voyageurs qui veulent rentrer dans le pays aujourd'hui. Voici votre chambre, monsieur. Vos bagages sont déjà là. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, composez le 0. Ok, au revoir. Eh ben, on va être bien tous les deux. Dans cet hôtel de 300 chambres, nous sommes à peine une trentaine d'enfermés volontaires. Au bout de 5 jours, la porte s'ouvre à nouveau pour notre première sortie. Bonjour. Direction un entresol de l'hôtel pour passer un test PCR. S'il est négatif, nous aurons droit à 45 minutes de promenade par jour. Bye bye. Et le lendemain, nous retrouvons un semblant de liberté. On sort. On va à la piscine. Oui, bien sûr. J'ai pris mon maillot de bain. Ah, mais vous ne pouvez pas nager. Quoi? Je peux pas nager. Oh, je suis vraiment désolé pour vous.
Mais d'après le règlement, il est interdit de se baigner. Comme dans tous les hôtels de quarantaine, la piscine est interdite pour raisons sanitaires. Les clients peuvent seulement se dégourdir les jambes sur une terrasse de 20 mètres sur 10. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien. Qu'est-ce que vous faites? Je cours. Coût moyen de ces 15 jours à l'isolement, 1 500 €. Mais une fois cette épreuve passée, c'est la libération. Un pays vide de touristes qui s'offre aux visiteurs, sans aucune contrainte sanitaire et à prix cassé. À 450 km au sud de Bangkok, Koh Samui. C'est l'une des plus grandes îles de Thaïlande. Une destination touristique majeure, d'ordinaire trépidante, et aujourd'hui complètement endormie. Alors pour les rares touristes qui arrivent jusqu'ici, c'est l'assurance de faire de bonnes affaires. Ah, sympa cet hôtel là. Dimitri a 36 ans, lui aussi est passé par la quarantaine. Ok, merci. Il a quitté la France juste avant l'interdiction de voyager, pour passer des vacances au soleil, avec un budget limité, pas plus de 100 € par jour. Ça va les gars? Bonjour. Mais Dimitri est tout de même bien décidé à se faire plaisir. J'ai une réservation pour une chambre. J'ai pris 3 jours dans une villa. Donc là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, avec le Covid, il y a des prix qui sont super intéressants. Dans cet hôtel, pas de chambre classique, Voilà votre villa. Okay. mais 33 petites villas nichées dans des jardins individuels de 160 mètres carrés, avec un salon extérieur, les pieds dans l'eau. Je pense que là, on est pas mal. Hein. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Petite piscine privée. Une chambre spacieuse et surtout, Très chouette. une grande salle de bain avec douche extérieure. Pour cette villa, Dimitri a bénéficié d'une réduction exceptionnelle. J'ai payé 43 € exactement. Au lieu de c'était 120 € en prix normal. Donc là, prix Covid, 43 €. Ça, c'est sûr quoi, je suis un peu chanceux là. Cap bon cap. Merci. Have a good day. Bonne journée. Avant la pandémie, Dimitri travaillait à Cannes comme saisonnier dans la restauration. Voilà l'ordinateur, le plus important. Pour pouvoir venir vivre un peu longtemps ici, on est obligé de bosser un petit peu. La crise l'a forcé à se reconvertir. Depuis 6 mois, il gagne sa vie en spéculant sur les crypto-monnaies, une activité qu'il peut exercer n'importe où. Il fait 32 degrés, l'eau est à 28. Mais Dimitri n'a pas l'intention de passer toutes ses journées dans sa piscine privée. Il a rendez-vous avec un agent de voyage. Bonjour. Bonjour Denis, enchanté. Bonjour, enchanté. Denis est un Français qui propose des activités autour de Koh Samui. J'ai amené un petit book là, des excursions. Donc l'excursion qui vous intéresse, c'est celle-ci là de Komatsum. Donc c'est vraiment une île paradisiaque. Le petit plus, c'est que c'est des formules qui sont toutes incluses. Sur mon site, je vous l'avais dû l'avoir affiché à 1300 bahts. Donc comme vous avez dû le voir quand on est en situation de Covid, les prix, bien sûr, tous les prix ont baissé. Ouais. Donc moi, je fais 20% sur tous les prix de mes excursions. Donc là, 20% de 1300 bahts, ça fait 200 et quelques. Donc on arrondit, je vous la fais à 1000 bahts. Ça fait quoi en euros? 26 €. Voilà. 26 €? Ouais. Un tarif imbattable pour une journée sur un îlot désert, taxi et bateau privé compris. Car Dimitri sera le seul client de l'excursion. C'est le rêve. C'est Koh Samui. Koh Samui, c'est une île de rêve, c'est une vie de rêve. Hein. Bon, bah, c'est parti alors. Pour l'agent de voyage, Dimitri est une aubaine, car en ce moment, les affaires ne vont pas fort. Je dirais que j'ai perdu 70% de mon activité. Pour donner une ordre d'idée, sur une journée où je vends 10 excursions, aujourd'hui, j'en vends 3. Quoi. Allez, go. Allez, Dimitri, allez, enchanté. Allez, ça roule. C'est parti. Allez. Et comme en ce moment, il a du temps pour lui, l'agent de voyage s'est proposé d'accompagner son client. Allez. Et quelques heures plus tard, rendez-vous au port pour embarquer sur un long tailboat. Après 20 minutes de traversée agitée, voici Komatsum, 1 km de long sur 200 mètres de large et une plage idyllique au bord du lagon. Une île quasiment privatisée aujourd'hui pour Dimitri. Hop là! Nous voilà au paradis alors. Bienvenue sur l'île de Komatsum. L'attraction locale, c'est ce petit restaurant posé sur le sable et une famille de cochons amenés ici par le propriétaire pour attirer les touristes. Ça c'est un truc incroyable ça. Des cochons sur la plage. D'ordinaire, les vacanciers se pressent pour les prendre en photo. Ah. Voilà.
Il y en a un qui est dans l'eau. On va pouvoir se faire la photo. Aujourd'hui, pas d'attente non plus pour commander son déjeuner. Ça va les caps? Vous avez le menu? Je vais prendre un jus d'ananas et un riz frit au poulet. 150 bahts, ça fait à peu près 4 €. 4 € pour avoir mangé dans un paradis pareil. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Dimitri a bien l'impression d'être privilégié. Mais en temps normal, l'île de Komatsum est loin d'être aussi tranquille. D'habitude, une journée classique comme ça, pendant la haute saison, on peut avoir 2000 ou 3000 personnes par jour. Ok. Merci. Au menu, riz frit local et vue imprenable sur une plage vide. Ou presque. Donc Denis, tu m'as vendu l'île privée, mais c'est pas privé là. Et voilà, seul au monde. Un truc de fou, un truc de dingue. Et c'est vraiment le paradis. Paradis. Idyllique pour quelques rares chanceux, ces plages désertes sont une vraie catastrophe pour les Thaïlandais qui travaillent dans les régions touristiques. Sur l'île de Phuket, la destination la plus populaire de Thaïlande, plus de 9 millions de vacanciers posaient chaque année leurs serviettes sur le sable et faisaient vivre 1800 hôtels et guest-house, sans compter les restaurants. Alors ici, tout le monde se demande comment faire face à la pénurie de touristes. À commencer par Catalia. La jeune franco-thaïlandaise n'est pas venue ici uniquement pour se reposer. Elle est aussi directement touchée par la crise, car elle possède un hôtel dans la région. Bonjour, bonjour. Ce matin, avec ses amis, elle embarque au port de Phuket pour l'île la plus célèbre de Thaïlande, Koh Phi Phi, à 1 heure de bateau. Bonjour. D'habitude, mieux vaut réserver sa place à l'avance. Une précaution inutile aujourd'hui. Voilà, on doit être pas plus de 50 dans le bateau. Le capitaine de ce navire est aujourd'hui le seul à assurer encore la liaison vers Koh Phi Phi une fois tous les 2 jours, au lieu de 4 rotations quotidiennes. En temps normal, dans les parages, il y a des bateaux partout qui filent dans tous les sens. Aujourd'hui, 3 compagnies sur 4 sont à l'arrêt. Du jamais vu depuis le tsunami de 2004, qui avait durement touché l'archipel. Avec le tsunami, nous avions interrompu le service pendant 1 mois. Mais l'activité était revenue assez vite. Avec le Covid, ce n'est pas du tout le cas. La reprise est très lente. Catalia est inquiète, car elle est associée dans l'hôtel que son père, un Français, a monté à Koh Phi Phi. C'est la première fois depuis le début de la crise qu'elle peut y revenir, sans vraiment savoir ce qu'elle va trouver. Mon père, il est installé à Phi Phi depuis 86. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'il a son hôtel. Avant ça, il avait un restaurant. Et là, lui est bloqué en France. L'hôtel est fermé 90%. On l'ouvre seulement quand on a des réservations. J'appréhende de voir Phi Phi complètement vide. C'est ce que j'ai entendu. Je crois que ça va faire un petit choc. Koh Phi Phi, c'est la perle de la Thaïlande. Un petit archipel d'une beauté exceptionnelle, immortalisé en 2000 dans le film La Plage, avec Leonardo DiCaprio. L'histoire de jeunes routards en quête d'un paradis vierge. Les conséquences, les voici. Le monde entier se rue alors sur les traces de la star d'Hollywood et de sa plage mythique. Jusqu'à 5000 personnes par jour débarquent sur Koh Phi Phi. Et avec eux, les dérives du tourisme de masse. Armada de bateaux à moteur, pollution, surpopulation, au détriment de l'équilibre écologique et des fonds marins. Aujourd'hui, ces touristes internationaux ont quasiment disparu. Ce matin, la majorité des clients qui partent en excursion sur Koh Phi Phi sont des locaux. C'est le week-end thaï. Tous ces gens-là sont touristes. C'est les Thaïs. Il y a un grand pont depuis jeudi. Aujourd'hui, on est dimanche, donc ils en profitent 4 jours. Comme ils ont une aide du gouvernement, c'est le moment pour eux de découvrir. Pour soutenir le secteur touristique, les autorités leur paient jusqu'à 40% du prix de leur chambre d'hôtel. Une aubaine pour ce groupe venu du nord du pays. Je suis venu avec ma mère. C'est votre première fois? Oui. Vous êtes content d'être à Phi Phi? Oui, très.
Je voulais venir ici depuis longtemps. Je n'étais jamais venu. Heureusement qu'il y a les Thaïs, ils font vivre ce bateau. Sans les Thaïs, il n'y aura plus de bateau du tout pour aller à Phi Phi. Un tourisme local qui ne suffit pas à remplacer le flot de voyageurs internationaux dont Phi Phi est désormais privé. On voit notre hôtel là-bas. Devant le grand bâtiment, en dessous c'est notre hôtel. Il est très bien situé, il est sur la plage. À l'ombre d'un énorme complexe, l'établissement fondé par le père de Catalia compte 24 chambres dans ces 4 petits bâtiments en bord de mer. Il a été frappé de plein fouet par la pandémie, tout comme le reste de Koh Phi Phi, dont les 2500 habitants vivent uniquement du tourisme. Aujourd'hui, beaucoup ont quitté l'île faute de travail. Et dans les ruelles, rares sont les boutiques à ne pas avoir baissé leurs rideaux métalliques. Tu vois là, tout est fermé. Regarde, voilà, ils avaient ouvert un Burger King. Derrière toi, il y a un McDonald's, un Coffee Club. Tout ça, ça a été ouvert fin 2018. Là, c'est clairement fermé. Autrefois point de départ des excursions en long tailboat, la promenade qui mène à l'hôtel de Catalia est aujourd'hui totalement désertée. Là, normalement, il y a un rituel. On enlève les chaussures et on sent le sable. Oh ouais, ça fait du bien là. Oh yeah. Bonjour. Après plus d'1 an d'absence, Catalia retrouve Adi, la directrice de son hôtel. Tu m'as manqué. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas serré quelqu'un dans mes bras. Merci d'être venue. Merci, grande sœur, de nous aider. J'ai du chagrin. Pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les employés qui restent ici avec moi. Tout le monde travaille, mais tout le monde est fatigué. Honnêtement, c'est pour toi et pour ton père, pour les employés que je suis encore là. Sinon, je serais partie depuis longtemps. On a de la chance de t'avoir pour nous aider à surveiller cet endroit. Il y a 1 an, Catalia employait encore 33 personnes ici. Elle a été obligée de les licencier, à l'exception d'Adi et de 2 autres employés. Pour tenter de faire revenir les clients, l'hôtel a cassé ses prix. 50 € la nuit au lieu de 150 € en haute saison. Mais ça ne suffit pas. Voilà nos réservations pour ce mois-ci. En avril, on a une seule réservation et une chambre pour une seule nuit en mai. Et rien en juin. Normalement, durant la haute saison, de novembre à février, on est complet tous les jours. Un planning vide et 11 fois moins de personnel pour faire tourner l'hôtel. Adi, la directrice, doit cumuler plusieurs postes. Cuisine, entretien, jardinage ou encore ménage des chambres. Une vie en vase clos, en attendant un hypothétique retour des clients. Ils restent pour nous plus que pour eux. Ils viennent tous d'ailleurs, d'autres régions. Ils peuvent très bien retourner travailler avec leur famille chez eux, parce que en dehors du fait qu'il n'y a pas de touristes, tout ça, c'est la monotonie. Et en même temps, les gens souffrent quand même. Mais comme dans toutes les crises, il y a aussi ceux qui profitent du ralentissement économique pour investir. Et en ce moment, c'est dans le marché de la pierre que les meilleurs coups sont à jouer. Fabrice est un agent immobilier installé à Bangkok. Il a monté son agence il y a une quinzaine d'années. Avec son équipe, ils se sont spécialisés dans la vente de villas de luxe pour des Français qui souhaitent s'installer ici. Mais depuis 1 an, les prix ont chuté et les futurs acquéreurs le savent. On a des prix qu'on n'avait pas avant le Covid. On a des clients qui nous disent « je veux le prix Covid ». Le prix Covid, c'est 20-30% de réduction. Mais comment faire visiter ces villas à des clients étrangers en pleine pandémie? Fabrice a trouvé la solution. Direction Hua Hin, la plus ancienne station balnéaire de Thaïlande, située à 200 km au sud de Bangkok, et réputée pour être la résidence de la famille royale une partie de l'année.
C'est ici que Fabrice propose ses villas à prix Covid, dans cette résidence sécurisée de 43 maisons, située à 5 minutes des plages. Ce matin, il a rendez-vous avec Danny, le responsable du programme immobilier de la résidence. Il y a 3 chambres, 3 salles de bain, tout équipées. Alors Fabrice, voilà la maison témoin. Joli. Tout l'équipement que vous voyez est compris. Excellent. J'adore votre déco. C'est beau. Ok, je vais montrer ça à mon client. Avec les restrictions de déplacement entre les pays, le client de Fabrice, qui est actuellement à Singapour, n'a pas pu venir. Pourtant, même à 1300 km de distance, la visite peut avoir lieu. La situation a fait aujourd'hui qu'on a été obligé de s'adapter, quoi. Pas de visite en réel, pas de problème, on passe au virtuel. Cyril, bonjour. Oui, bonjour Fabrice, comment allez-vous? Ça va bien? Tout va bien à Singapour? Tout va bien, merci. Ok, super. Écoutez, je suis là donc dans la maison, comme convenu. Cyril est français. Il est cadre supérieur dans l'industrie pharmaceutique et cherche une résidence secondaire en Thaïlande. C'est parti, on y va. Il y a vraiment une belle hauteur sous plafond. C'est le point fort, les volumes. Ouais. Je ne sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais en vrai, on voit vraiment... Non, ça rend bien. Ça rend bien, il y a des super beaux volumes, c'est lumineux. Et surtout, la qualité des matériaux et de finition. Vous voyez cette cuisine entièrement équipée. Je vais vous montrer la chambre principale qui a un accès à la piscine. D'accord. Ok, on continue. Donc là, on arrive sur la terrasse. Et là, je pense que la position parfaite, c'est là. Voilà. Voilà. L'endroit idéal, c'est la vue sur la piscine privée de 9 mètres sur 3. La météo aujourd'hui, ciel bleu, il fait 38. Un temps parfait pour cette visite virtuelle. Mais avec un tel soleil, mieux vaut parfois remettre ses chaussures. Là, pieds nus sur le carrelage, ça brûle. J'ai pas anticipé. La villa fait 150 mètres carrés et l'ensemble de la parcelle 300 mètres carrés. La particularité en Thaïlande, c'est qu'un étranger ne peut pas être propriétaire du sol. Il ne peut acheter que les murs. Mais ici, le prix de la villa comprend également la location du terrain pour 30 ans renouvelable. Au niveau du prix, avant le Covid, cette maison valait 13 millions de bahts. Aujourd'hui, c'est une maison qu'on peut avoir à autour de 10,5 millions, ce qui nous fait à peu près 280 000 euros, au lieu de 350 000 euros. Une maison comme ça, en France, au bord de la mer, je ne pense pas que vous puissiez trouver. Donc voilà, oui, potentiellement, ça nous intéresse. C'est le moment idéal pour faire des bonnes affaires en Thaïlande aujourd'hui. Moi, le meilleur conseil que je donne aux clients, acheter pendant les crises où on peut avoir des 20, des moins 20, des moins 30%. Jusqu'à présent, le Français de Singapour ne s'est toujours pas décidé pour acheter cette villa. Quant à Fabrice, la baisse des prix du secteur immobilier lui permet de maintenir son activité au même niveau qu'avant la crise sanitaire. Cette crise qui touche aujourd'hui la Thaïlande a parfois eu des conséquences très inattendues, jusqu'à plonger une ville entière dans l'anarchie. À 130 km au nord de Bangkok, à Lopburi, le grand vide laissé par les touristes a provoqué le chaos. Les coupables, ce sont eux, une impressionnante population de macaques à longue queue, qui depuis toujours vivent autour des temples khmers de cette ancienne capitale royale. Les singes seraient près de 6 000 pour 27 000 habitants. Et jusqu'ici, la cohabitation s'est toujours bien passée. Donne-en à chaque singe, tu gagneras beaucoup de mérite. Autour des temples, des vendeurs proposent des friandises que les visiteurs peuvent offrir aux singes pour s'attirer les faveurs des dieux. On dit que les singes de Lopburi sont les serviteurs de la divinité hindoue du temple. Si vous n'y croyez pas, respectez quand même. Mais il y a un an, la disparition brutale des touristes étrangers et de leurs offrandes a provoqué une bataille sans précédent. C'était en mars 2020. Sous les yeux des habitants dépassés, des centaines de macaques des temples déferlent sur la ville pour chercher de la nourriture. Au milieu de la circulation, ils se lancent dans une bagarre générale qui aurait commencé pour une bouteille de yaourt au lait fermenté
un mets dont les singes raffolent. Manad Vimuktipun est probablement l'homme qui connaît le mieux les macaques de Lopburi. Ce chef d'entreprise a créé une fondation il y a 12 ans pour leur venir en aide. Pour lui, la disparition des touristes a profondément perturbé un écosystème qui, jusqu'à présent, avait trouvé une forme d'équilibre. Cet incident démontre que quand il n'y a pas de touristes, dès qu'il y a de la nourriture, les singes se jettent dessus. Tout comme la Thaïlande, la ville de Lopburi a besoin du tourisme. Quand il y a des touristes, les commerces se portent bien. Mais surtout, l'estomac des singes est plein. Dans les rues du quartier des Temples, certains commerçants ont adopté d'étranges stratégies pour tenir les primates à distance. Il y a une croyance qui dit que les singes ont peur des crocodiles. C'est un animal qui peut croquer les singes. Des épouvantails en peluche qui visiblement n'impressionnent pas grand monde et n'empêchent même plus les intrus de passer une tête dans ce magasin de peinture. Au début, ils avaient peur, mais plus maintenant. Ils ont même volé un crocodile, lui ont arraché les yeux et l'ont démembré. Je suis obligée de leur tirer dessus de temps en temps. C'est pour les effrayer. Mais je ne les vise pas directement. Et ce sont des billes en plastique. Ça fait du bruit. Dès qu'ils entendent, ils ont peur et ils s'enfuient. Un peu partout, c'est le même discours. Des commerçants envahis qui hésitent entre ras-le-bol et résignation. Il y en a trop. Si on pouvait en déplacer certains, les mettre dans un jardin ou un endroit où ils pourraient vivre, ça serait bien. Et n'en laisser qu'un nombre limité qu'on pourrait gérer. Car la guerre des singes à Lopburi a mis en lumière un autre problème. L'explosion démographique des primates, dont le nombre aurait doublé ces dernières années. Et la principale raison, c'est justement le tourisme de masse. Gavés d'aliments sucrés et faciles d'accès, les macaques de Lopburi se reproduisent 2 fois plus vite qu'en milieu naturel. Alors il y a quelques jours, des hommes en uniforme ont investi la ville et ont placé des cages avec des appâts aux endroits stratégiques. Qu'est-ce que vous faites? On vient les capturer pour les stériliser. Ça fait 3 jours qu'on a commencé. On doit attraper 300 singes. C'est beaucoup. Une campagne de stérilisation pour tenter de remettre un peu d'ordre en ville. C'est même la 2e depuis le déclenchement de la guerre des singes il y a 1 an. Dans cette petite clinique du centre-ville, voici l'une des vétérinaires qui a mis sur pied ce plan de contrôle de la population. Tiens, attrape grand-mère. Le docteur Supanam a déjà pratiqué plusieurs dizaines de stérilisations lors de précédentes campagnes. Mais l'essentiel de son travail, c'est de soigner les animaux blessés dans un environnement urbain qui n'est pas fait pour eux. Ce singe s'est électrocuté il y a 1 mois. Il commence à guérir, mais on a dû l'amputer de sa queue et ses pattes sont blessées. Le docteur Supanam a beau consacrer sa vie à la protection des macaques de Lopburi, elle a vu avec inquiétude leur nombre augmenter. Lopburi a vraiment besoin de cette campagne de stérilisation parce qu'un seul singe mâle peut féconder 10 femelles par jour. Avec une population qui augmente, les habitants ont du souci à se faire et ils en subissent les conséquences dans une zone de plus en plus vaste. Quant à Manad, le protecteur des singes, il voit d'un mauvais œil ce programme de capture et de stérilisation. Quand on voit des cages pareilles, et ces animaux en liberté qui se retrouvent là-dedans, c'est pour moi un sujet sensible. Je ne veux pas trop en parler. Les gens peuvent être troublés de voir ça. Alors, avec quelques bénévoles de sa fondation, Manad tente de rétablir l'équilibre à sa façon. Allez, on va à Malai Rama. Il collecte régulièrement des dons de nourriture et se rend tous les jours autour du temple pour offrir des fruits et des légumes aux singes sacrés. Bonjour les enfants, vite, vite, venez. Aujourd'hui, on a des bonnes choses à manger. Avant le Covid, les singes étaient heureux.
Mais depuis que l'épidémie a éclaté, ce bonheur a disparu. Moi, j'essaye de leur rendre leur joie de vivre. Je suis très content, très content. Dis bonjour. Et je veux que les touristes reviennent nous voir comme avant. Je prie pour cela. Si tout le monde à Lopburi semble souhaiter le retour des touristes, dans les îles, beaucoup se rendent compte que leur absence a été salutaire pour l'environnement. Comme Catalia et son amie Irène, à l'occasion de leur premier bain de mer dans la baie de Koh Phi Phi. Il y a 2 hippocampes. Il vient vers moi là. Des cyngnathes, cousins des hippocampes, à seulement quelques mètres du rivage. Mais là, il est tranquille, il fait sa vie, il a même pas peur des poissons. Il passe de trou en trou même, non? Je suis contente, Irène est contente. Donc, super contente là. Mais je pensais pas en voir dans ma vie en fait. Enfin, ici. La dernière fois j'en ai vu dans la baie de Phi Phi, la marée basse comme ça, j'avais pas 10 ans. Donc il y a plus de 20 ans. Et je pense avec tous les bateaux qui passent, la gasoline, le gasoil sur l'eau, le bruit permanent, c'était pas vivable pour eux. Et là, avec le retour au calme, c'est devenu à nouveau possible. Après plus de 20 ans de surexploitation touristique, la pause forcée imposée par la pandémie est plus que bienvenue. Oh, il y a une étoile de mer énorme comme ça. À 2 mètres de profondeur, presque tous les coraux sont morts, détruits par les ancres des bateaux ou les coups de palme des plongeurs. On estime que plus de 1000 embarcations circulaient ici pour emmener les touristes admirer les récifs. Pour Catalia, il est nécessaire de repartir sur de nouvelles bases. À partir de là, peut-être qu'on va penser autrement. On a hâte de recevoir des tourismes, mais j'espère un autre type de tourisme. Un autre type peut-être plus éthique. L'envie d'une alternative au tourisme de masse. À Koh Tao, 280 km plus au nord, les habitants partagent le même désir. Perdue dans le golfe de Thaïlande, cette petite île est l'une des destinations les plus prisées au monde par les amoureux des fonds marins. En temps normal, 400 touristes débarquent sur Koh Tao chaque jour. Jenny! Comme tous les matins, Simon Dowling et sa femme Jenny rejoignent leur centre de plongée sur la plage de Mead. Hey, salut Ban! Salut Simon! Il y a 12 ans, les 2 experts des fonds marins ont monté ce centre pas comme les autres, qui forment des spécialistes en protection marine. Mais surtout, ils tentent de sauver l'écosystème de l'île en reconstruisant les coraux détruits par les touristes et les bateaux. On a commencé à immerger les structures en 2009. Ça fait 11 ans aujourd'hui. Leur technique pour faire revivre les organismes marins, c'est de construire sous l'eau des structures métalliques, sur lesquelles ils plantent des boutures de coraux. Et au fil des ans, ils ont encerclé l'île avec plus de 70 installations. Leur colonie se portait bien, et comme de nombreuses autres espèces, elles ont reçu un coup de main inattendu, le coronavirus. Grâce à l'absence de tourisme depuis 1 an, on a vu réapparaître plein d'espèces, comme des dauphins, beaucoup de tortues, de jeunes requins à pointe noire et des requins-baleines. C'est super de les voir. On n'avait vraiment plus l'habitude d'observer ce genre d'animaux. C'est franchement bien que la vie sauvage se rapproche des côtes parce qu'il y a moins de monde dans l'eau. Des progrès qui, même aujourd'hui, restent fragiles. Simon et Jenny viennent d'être appelés par la police, qui a arrêté le capitaine d'un bateau ayant jeté l'ancre dans une zone protégée. Ok, le type a été arrêté, c'est bien. Il est au commissariat en ce moment. Le catamaran est juste ici avec la grande voile. C'est le bateau qui a jeté l'ancre. Juste à l'arrière, tu vois la grosse boule orange. C'est la bouée d'amarrage qu'ils auraient dû utiliser. Le problème quand tu jettes l'ancre, c'est que tu peux détruire la barrière de corail qui met des centaines d'années à pousser. Ça me met en colère. Après les heures et les années de travail qu'on a passées sur ce site, se dire que quelqu'un puisse se pointer, jeter l'ancre alors qu'il y a une bouée d'amarrage pour s'attacher,
Le bateau se trouve juste au-dessus d'une des plus vieilles colonies de Simon et Jenny. En Thaïlande, détruire des coraux est un délit grave. Le capitaine risque jusqu'à 10 ans de prison et 27 000 € d'amende. La police a donc demandé aux scientifiques d'aller recueillir des preuves en vue d'un procès. J'ai besoin de ça. On se voit dans l'eau. Passe-moi ça. Ce que craignaient Simon et Jenny est arrivé. La chaîne et son ancre se sont emmêlés sur la structure où des coraux se développaient depuis une dizaine d'années. Et certains avaient atteint des tailles considérables. Grâce à leur présence, c'est toute une vie marine qui était revenue. Par endroits, la chaîne a totalement arraché les coraux. Il faudra attendre 10 ans pour que le site redevienne ce qu'il était. Manipuler du corail est interdit, mais Simon et Jenny ont des autorisations spéciales. Ils viendront récupérer les débris pour en refaire des boutures et tout recommencer. C'est vraiment déprimant. Ça me met vraiment en colère. Ça va nous occuper. On va être vraiment occupés. Pour éviter ce genre d'accident, le ministre du Tourisme thaïlandais a indiqué sa volonté de repenser totalement l'industrie touristique, en privilégiant à l'avenir les visiteurs éco-responsables. Aujourd'hui, c'est tout le pays qui s'interroge sur sa relation au tourisme, y compris dans les régions les plus reculées. Au nord-ouest, dans les montagnes près de la frontière birmane, le petit village de Wai Pakut a vu sa vie tranquille bouleversée par un étrange exode. 90 éléphants au bord de la famine qui sont arrivés ici il y a 1 an. Wai Pakut, c'est le territoire des Karen, une ethnie montagnarde d'agriculteurs et d'éleveurs, qui est aussi célèbre pour l'habileté de ses dresseurs d'éléphants, les Maouts. Hé Dido, pourquoi tu chantes? À 23 ans, Ronachai possède 5 éléphants que ses grands-parents lui ont transmis, perpétuant une longue tradition familiale. Auprès d'eux, c'est ici qu'il a appris le métier à l'âge de 13 ans. T'es gentil. Ouvre la bouche. Je vais vérifier tes dents. Ouvre. Ouvre grand. C'est bon, c'est fini. Depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu m'occuper d'éléphants. C'est un rêve d'enfant. Quand j'ai fini le collège, c'est ma grand-mère qui m'a permis de devenir un Maout. Ronachai a enchaîné ses éléphants pour ne pas semer la zizanie dans le village. Car il ne devrait pas être à Wai Pakut aujourd'hui. Avant que les touristes disparaissent, il travaillait à 180 km d'ici, près de Chiang Mai, la grande ville du Nord, dans un camp d'éléphants pour touristes. Ces parcs ont commencé à se développer il y a 30 ans, lorsque la Thaïlande a interdit l'industrie forestière qui employait 3700 éléphants pour transporter des troncs d'arbres. Les bêtes de somme sont devenues des attractions touristiques avec lesquelles on peut jouer, voire même prendre un bain pour quelques dizaines d'euros. Une nouvelle forme d'exploitation tout aussi décriée par les défenseurs de l'environnement pour le stress qu'elle peut engendrer chez les animaux. Grâce à ces 5 éléphants, Ronachai arrivait à gagner un peu plus de 500 € par mois, le revenu moyen d'une famille entière dans cette partie pauvre du pays. Cette photo, on l'a prise avec des touristes, juste après avoir joué avec des éléphants. Là, on vient de jouer avec les éléphants dans la boue. Vous étiez heureux avec les touristes? Oui, j'étais super content. On avait un salaire, on avait la vie facile. Brutalement privé d'emploi, Ronachai est revenu vivre dans son village natal avec ses animaux. Et il n'est pas le seul. Rien qu'ici, 42 Maouts sont rentrés au pays avec leurs 90 bêtes, espérant pouvoir les nourrir en les réintroduisant dans leur forêt d'origine. Mais durant la dernière saison sèche, des incendies ont ravagé les environs de Wai Pakut. Alors pour nourrir leurs éléphants,
les Maouts ont dû faire appel aux paysans de la région. Ce matin, Ronachai et quelques collègues ont négocié le droit de couper ce champ de maïs à 60 km du village. Il n'y en a pas une quantité énorme, mais ça devrait aller. Un éléphant a besoin de 100 à 300 kg de fourrage par jour. Avec un camion comme ça, rempli de maïs, je pense qu'il y a de quoi nourrir 3 éléphants pendant 3 jours. Les Maouts ont payé l'équivalent de 40 € pour le champ de maïs, mais l'expédition va aussi leur coûter plus de 160 € d'essence pour seulement quelques jours de ravitaillement. Une situation de plus en plus difficile à supporter. Depuis un an, je dirais que chacun de mes éléphants m'a coûté plus de 50 000 bahts. Ça fait 1 300 €. Et je ne compte même pas ce que ça m'a coûté en panne de voiture. Aujourd'hui, ce sont les 400 habitants de Waipakout qui doivent supporter cette charge imprévue. Comme la plupart des dresseurs, Ronachai est hébergé par ses parents. Maman, tu fais quoi? Je nettoie. Des agriculteurs un peu déconcertés par le retour de leur fils. Je crève de soif. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux. Une omelette. Juste une omelette. J'étais très fière de lui quand il a eu son boulot. Avant, je ne le voyais qu'une fois par an. Alors aujourd'hui, c'est plutôt bien qu'il soit avec nous, mais le problème, c'est de trouver de la nourriture pour ces éléphants. Les parents de Ronachai ont 2 autres enfants qui font des études, et la situation est de plus en plus compliquée financièrement. Aujourd'hui, il n'a plus du tout de revenus, et l'argent qu'on gagne en cultivant du riz, on doit le partager avec lui et ses éléphants. Mais je prends soin des éléphants parce que je les aime. C'est un héritage de la famille. Ça ne s'achète pas. Ça se protège. On ne peut pas les abandonner. Pour survivre à la pandémie, les Maouts se sont reposés sur la solidarité familiale, comme des centaines de milliers de Thaïlandais privés d'aide sociale. Et pour les plus précaires d'entre eux, le système d'entraide traditionnel est souvent le dernier rempart contre la pauvreté. « 700 km plus au sud, dans la baie de Bangkok, Pattaya la sulfureuse. Derrière les apparences d'une station balnéaire familiale, la ville est surtout connue pour être la capitale mondiale du tourisme sexuel. Même si la prostitution est illégale en Thaïlande, il y aurait environ 300 000 prostituées dans le pays. Et avec le Covid, les travailleurs du sexe déjà précaires se sont retrouvés sur la paille. On vend 30 centimes d'euros seulement. Au point d'aller se nourrir à la soupe populaire. Ma chérie, tu veux quelle sorte de curry? Un chak. Merci beaucoup. Ma sœur, est-ce que tu peux mettre des légumes dans mon sac? You, 30 ans, travaille dans le monde de la nuit depuis une dizaine d'années. Et c'est la première fois qu'elle vient ici. C'est pas cher, 30 centimes d'euros. Ça permet d'économiser. J'ai pris 2 portions que je vais ramener sur mon lieu de travail. C'est super. Comme une trentaine d'autres collègues, You n'a plus d'autre choix que de venir ici pour se nourrir. C'est très bien, ça aide vraiment à diminuer les dépenses. C'est difficile en ce moment. C'est pour ça que j'ai besoin de nourriture pas chère. Cette opération pour venir en aide aux travailleurs du sexe a été organisée par Swing, une ONG composée de travailleurs du sexe, femmes, hommes et transgenres. Surang Janyam, sa fondatrice, lutte depuis 34 ans en faveur des droits des prostituées et pour leur santé. Mais la crise du coronavirus l'a mise au fourneau. Le gouvernement a confiné le monde de la nuit. Alors les prostituées de Thaïlande ont perdu leur travail. Un jour, on a reçu un coup de téléphone de travailleurs du sexe qui nous disaient qu'ils avaient faim. Ils n'avaient pas mangé depuis 2 ou 3 jours. Du coup, nous, on ne pouvait pas rester à rien faire, à attendre que quelqu'un agisse pour la survie de nos frères et sœurs prostitués. On devait agir par nous-mêmes.
Et derrière ces prostituées qui ne mangent pas à leur faim, ce sont des milliers de personnes qui souffrent. Car la plupart des travailleurs du sexe envoient régulièrement de l'argent et de la nourriture à leur famille. Elles sont devenues prostituées pour aider leurs proches. Du coup, ça a fait un effet domino. Les personnes qui comptaient sur elles ont eu des problèmes aussi. Ce matin, l'association a donc préparé 250 colis de nourriture qui vont être expédiés dans l'Isan, l'une des régions les plus pauvres du pays, d'où sont originaires la plupart des travailleurs du sexe. C'est de là aussi que vient Yu. La jeune femme envoyait d'ailleurs régulièrement de l'argent à sa famille. Aujourd'hui, elle n'a même plus assez pour s'offrir un billet de bus et aller les rejoindre. Et faute de pouvoir payer son loyer, Yu a dû quitter le centre-ville et trouver refuge chez la mère de Pao, le videur du bar dans lequel elle est gogo danseuse. Tous les jours à 16 h, elle se prépare pour aller travailler. Nous, les Coyote Girls, on porte le bikini et on danse. La danse des coyotes est accompagnée de musique bien rythmée. Ça doit être beau à voir. On vend nos danses et si les clients aiment ce qu'ils voient, ils nous payent un verre. En plus de son salaire fixe de 400 € par mois, pour chaque verre vendu, Yu touche 1,60 € de commission. Alors plus il y a de touristes, plus ça fait les affaires de la gogo danseuse. Et de temps en temps, pour 80 €, elle se prostitue avec l'un de ses clients. C'est pas un travail facile. J'avais entendu qu'il y avait beaucoup de touristes à Pattaya, qu'il y avait vraiment beaucoup de clients. J'ai pu envoyer chaque mois 270 € à ma mère. À partir du mois de mars, à l'arrivée du Covid, je ne pouvais plus rien envoyer. Le gogo bar de Yu est resté fermé 3 mois, jusqu'en juillet de l'année dernière. Depuis sa réouverture, la jeune femme y retourne tous les soirs, 7 jours sur 7. Yu ne travaille pas n'importe où. Elle danse dans l'une des rues les plus célèbres de Thaïlande, la Walking Street de Pattaya. En temps normal, plus d'une cinquantaine de bars à striptease, une dizaine de discothèques et des restaurants en tout genre se concentrent sur 700 mètres. Certains bars sont fermés définitivement et beaucoup de restaurants le sont aussi. Seulement quelques-uns restent ouverts. Celui-ci est fermé aussi. Il cède son bail à cause du Covid. Le quartier est désert. En temps normal, dès la tombée de la nuit, des milliers de touristes commencent à déferler ici. Mais en ce moment, la rue qui ne dort jamais frôle l'agonie. Les pubs sont vides. Le jour de notre tournage, seulement 2 bars à concert se partageaient une poignée de touristes. Et la plupart des clients sont en fait des filles qui attendent le passant. Dans la boîte à striptease de Yu, c'est le même tableau. La jeune prostituée se déhanche devant des canapés vides. Pour compenser l'absence de touristes, le patron a imposé une baisse de salaire de 50% à tous les employés. Au total, la jeune femme qui gagnait 700 € par mois a perdu presque la moitié de ses revenus. Alors pour combler son manque à gagner, Yu a dû improviser. Pao, tu viens m'aider? Tous les matins, à peine réveillée, elle se rend au bout de sa rue pour tenir un stand. Bonjour, vous voulez quoi? Un café glacé, pas trop fort. Alors je vous mets que 2 cuillères. Je vends du café seulement le matin et je range le stand vers midi. C'est juste un complément de revenu. Et le soir, je retourne à mon travail habituel. De toute façon, je continuerai jusqu'à ce que le business reprenne à la Walking Street. En vendant des cafés, Yu arrive à gagner 7 € de plus par jour, ce qui lui permet de survivre en attendant des jours meilleurs. D'après le gouvernement, il faudra 4 à 5 ans pour que le tourisme retrouve son niveau d'avant la crise, soit 40 millions de visiteurs par an.